Chapitre Une invitation. Inattendue. Les premières lueurs de l'aube touchaient à peine les toits de Londres, lorsqu'Hercule Poirot, soigné avec ses soins habituels et absorbé dans sa tasse de chocolat chaud, fut interrompu par un coup discret à la porte de son appartement de Whitehaven Mansions. « Vas-y, Hastings » murmura-t-il sans lever les yeux. Ce n'est pourtant pas le capitaine Hastings qui entra, mais George, son valet de chambre toujours imperturbable, porteur d'une lettre scellée, d'un écu héraldique gravé en or. « Cette correspondance est arrivée, monsieur. » « Remis en main propre par un messager à cheval, » a-t-il ajouté avec une légère inflexion de scepticisme, comme s'il remettait en question la sagesse du moyen de livraison. Poirot prit la lettre, examina le sceau et haussa un sourcil avec intérêt. « Ah, comme ces touches de théâtralité sont curieuses !» s'exclama-t-il en brisant la cire à cacheter. « Wrenbury Hall. Où ai-je entendu ce nom ?» Il lut le contenu en silence. Ses fins sourcils se rehaussèrent petit à petit. Lorsqu'il eut fini, il posa la feuille sur la table, la tournant doucement avec un doigt, comme s'il s'agissait d'une pièce d'échecs qu'il n'avait pas encore décidé de déplacer. Il semble que les drames de la campagne anglaise ne connaissent pas de repos, dit-il enfin. Lady Eugenia Stanwick demande ma présence urgente dans son domaine de Wrenbury Hall. Il parle d'une affaire délicate et d'une mort que personne n'ose qualifier. De meurtre, Georges ne répondit pas, comme toujours. Mais Poirot se releva avec une vigueur renouvelée, son gilet parfaitement boutonné, et ramassa sa canne d'ébène. « Fais mes bagages, George. Nous devons prendre le prochain train pour l'Oxfordshire. Le crime, mon ami, attend rarement. » Wrenbury, Hall, situé au cœur de la campagne anglaise, ressemblait à un roman victorien. Des fenêtres gothiques, des jardins symétriques avec des statues moussues et un air de solennité aristocratique teinté de quelque chose de plus sombre. Alors que le fiacre le déposait à la porte, Poirot remarqua rapidement les détails que d'autres auraient négligés. Le majordome qui évitait le contact visuel, la femme de chambre qui murmurait à une autre alors qu'elle disparaissait dans la cuisine et le léger arôme presque imperceptible de l'encens récemment brûlé. Un détail qui ne cadrait pas avec le style sobre d'une maison traditionnelle. Lady Eugenia Stanwick, une femme d'âge indéterminé, habillée avec une rigueur presque ecclésiastique, l'accueillit dans le hall principal, où étaient accrochés des portraits de générations de Stanwick avec des visages aussi sévères que les gargouilles au plafond. « Monsieur Poirot, je vous suis profondément reconnaissant d'être venu, » dit-il d'une voix ferme, même si une ombre tremblait dans son regard. « Mon neveu, Lionel, a été retrouvé mort dans sa chambre il y a 3 nuits. La police ne trouve rien de suspect. Une crise cardiaque, disait-il, mais je n'y crois pas. » Poirot la regarda en silence pendant quelques secondes, méditant moins sur ces mots que sur la façon dont elle les prononçait. « Et pourquoi, Lady Stanwick, doutez-vous de la décision officielle ?» Elle se pencha en avant, baissant la voix comme si elle avait peur que les murs l'entendent. « Parce que Lionel avait des ennemis, parce que ce jour-là, il avait reçu une lettre. Et parce que cette même nuit, quelqu'un a cassé le miroir du salon sans explication. Ce n'était pas un vol. Ce n'était pas un accident. C'était un message. » Poirot passa ses doigts sur son ventre, laissant un moment de silence remplir la pièce. « Madame, dites-moi tout. Dès le début, c'est ainsi qu'a commencé l'affaire.
Wrenbury Hall. Un crime sans suspect, une famille entourée de secrets et un miroir brisé qui reflète bien plus qu'un visage. Chapitre 2. Le miroir. Brisé et la famille. Réunis. Poirot traversa lentement le hall principal de Wrenbury Hall, les mains croisées derrière le dos et ses yeux sombres examinant chaque recoin avec une attention méticuleuse. Le miroir brisé auquel Lady Stanwix avait fait allusion était accroché au mur en face de la grande cheminée. Un objet majestueux au cadre baroque doré, aujourd'hui brisé en bas. Les fissures semblaient s'étendre comme des veines fracturées vers le haut, emprisonnant des fragments de réflexion entre des lignes brisées. « Curieux », murmura Poirot. Les miroirs se brisent rarement tout seuls, et quand ils le font, ils racontent toujours une histoire. Mais quelle histoire cela veut-il raconter? Lady Stanwix l'observait depuis une chaise près de la fenêtre. Son expression, bien que sereine, révélait le poids d'un non-dit. Mais avant que Poirot ait pu insister davantage, un homme mince au visage anguleux et aux lunettes rondes fit irruption dans la pièce. « Tante Eugénia, pourquoi as-tu appelé un détective? La police a déjà terminé son enquête. » Ce n'était pas un crime. Poirot, voici mon autre neveu, Edward Stanwix, dit Lady Stanwix à voix basse. Le frère aîné de Lionel, Edward, regarda Poirot avec un mépris mal dissimulé. Hercule Poirot, n'est-ce pas? Le célèbre détective belge. Je crains que vous n'ayez été appelé en vain. Lionel avait des problèmes cardiaques depuis qu'il était enfant. C'était inévitable. Et pourtant, dit Poirot d'un ton neutre, les miroirs ne sont généralement pas brisés par une crise cardiaque, monsieur. Étiez-vous à la maison ce soir-là? Bien sûr. Nous l'étions tous, même Harriet. Harriet? Ma femme? Edward s'éloigna du cadre de la porte juste au moment où une femme aux cheveux clairs, avec une expression tendue, apparaissait derrière lui. Elle était habillée simplement, mais avec une élégance qui témoignait d'une éducation soignée. Son regard était cependant constamment détourné, évitant tout contact prolongé. « Monsieur Poirot » salua-t-il poliment. « Je suis désolé que votre visite se déroule dans ces circonstances. »« Étiez-vous présent la nuit où Lionel est mort ?» demanda doucement Poirot. « Je dormais, comme tout le monde. » La jeune fille l'a trouvé à l'aube. La porte était fermée de l'intérieur. Poirot baissa légèrement la tête. Une pièce fermée. Un corps sans signe de violence. Et pourtant, un miroir brisé sans explication. « Et la lettre ?» demanda-t-il, alors en se tournant vers Lady Stanwix. La vieille femme hocha lentement la tête. « Je l'ai trouvée sur son bureau, mais il avait été brûlé. Il ne restait qu'un coin, avec un mot à peine visible, « culpabilité ». La police n'a pas cru que c'était pertinent. « Oh, au contraire, madame, » répondit Poirot, avec une lueur vive dans les yeux. Les mots, même incomplets, sont souvent plus révélateurs que n'importe quelle trace. Un bruit de pas interrompit la conversation. Puis apparut un jeune homme au visage pâle et à l'expression nerveuse, portant plusieurs livres sous le bras. Il s'habillait comme un étudiant plutôt que comme un membre de la haute société. « Madame Stanwix, les dossiers que vous avez demandés. »« Merci, Peter, » dit la femme. « Monsieur Poirot, voici Peter Rawdon. C'est un neveu politique. Le fils de ma défunte nièce. Il vit avec nous depuis 2 ans. Et que faisiez-vous la nuit de... » « La mort de Lionel, monsieur Rawdon ?» Peter hésita un instant. «
J'étudiais à la bibliothèque jusqu'après minuit, puis je me suis endormi. Avez-vous entendu quelque chose d'inhabituel? Des bruits. Une voix, peut-être? Rien, répondit-il, même si son regard tomba brièvement au sol avant d'ajouter. Wrenbury est très calme la nuit. Poirot hocha la tête sans porter de jugement et ramassa l'un des livres que le jeune homme avait laissé sur une table. C'était une anthologie de poésie tragique. Lord Byron, Shelley, et l'un des versets marqués d'un pli. La culpabilité est un spectre qui marche même dans le sommeil. Poirot ferma doucement le livre. « Merci, monsieur Rawdon. J'ai peur de devoir parler à tout le monde dans la maison. » Lady Stanwix hocha gravement la tête. « Vous pouvez compter sur mon entière coopération. Je me fiche de ce que disent mes neveux, Poirot. S'il y a eu un crime, je veux la vérité. Wrenbury Hall a déjà eu trop de secrets. » « Et les secrets ?» murmura Poirot en regardant à nouveau le miroir brisé. « Ont l'habitude de se refléter sur les surfaces les plus inattendues. » Chapitre 3. Portes fermées et ombres familières. Le lendemain matin s'est levé enveloppé dans un léger brouillard, comme si le paysage lui-même voulait cacher les vérités cachées derrière les murs de Wrenbury Hall. Poirot, impeccablement vêtu de son costume gris perle, prit un petit déjeuner mesuré dans le salon de thé, prenant note mentalement de chaque membre de la maison et de ses réponses. Pas seulement ce qu'il disait, mais comment il le disait. Les détails, comme toujours, étaient l'âme de l'énigme. Mademoiselle Helen Marks, femme de chambre en chef et qui avait découvert le corps, fut la première à être interrogée. Une jeune femme aux yeux clairs et aux joues rouges de tension, semblait avoir du mal à garder son sang-froid. « Je suis rentrée comme tous les matins avec du thé. J'ai frappé 2 fois, comme toujours. Mais il n'a pas répondu. J'ai supposé qu'il dormait encore, alors j'ai ouvert la porte avec la clé de service. Et il était là, sur sa chaise, immobile. Je pensais qu'il dormait, mais ses yeux, monsieur, étaient fixes, vides. La pièce était-elle telle que vous l'avez trouvée? Demanda Poirot en joignant les mains. Je n'ai touché à rien. J'ai couru pour trouver monsieur Edward. Et le bureau, des papiers égarés, la lettre, Hélène hésita. J'ai vu un tas de cendres dans le cendrier. C'était plus que d'habitude. Mais cela ne me semblait pas suspect. Poirot hocha la tête. Cendres, fragment d'une lettre, un mot, culpabilité, et un homme mort dans une pièce fermée. Quelle était la relation entre vous et monsieur Lionel? La jeune femme hésita en baissant le regard. Ce n'était pas un homme facile, monsieur, poli, mais distant. Il avait des crises de mélancolie. Parfois, il s'enfermait pendant des jours. Et dernièrement, avez-vous remarqué quelque chose d'étrange? Il y a une semaine, il a reçu des visiteurs. Un homme, il n'était pas de la famille. Poirot s'inclina légèrement. Pourriez-vous le décrire? Il était grand, avec des cheveux noirs. Il semblait nerveux. Il était là depuis moins d'1 heure. Ils se disputèrent. Je n'ai entendu aucun mot, juste le ton. Poirot nota soigneusement. Un visiteur mystérieux, un désaccord, un décès peu après. Et pourtant, personne ne semblait vouloir en parler. Plus tard, Poirot inspecta la chambre de Lionel. C'était sobre, avec des tons sombres, des rideaux épais,
et un sentiment de solitude presque palpable. Des traces de cendres reposaient encore sur le bureau. Il y avait un livre ouvert, un volume de philosophie. Le marque-page était un billet de train, daté de 2 jours avant sa mort. La destination, Londres. Poirot fronça les sourcils. « Qu'êtes-vous allé chercher, monsieur Lionel ? Et pourquoi es-tu revenu effrayé ? Il s'est arrêté devant la fenêtre. » De là, on pouvait voir l'aile ouest de la propriété, où se trouvait la bibliothèque. À ce moment-là, il distingua une silhouette. Peter Rowden, de nouveau seul, assis près de la cheminée, avec un livre sur les genoux. Poirot décida de s'approcher. La bibliothèque de Wrenbury Hall était un endroit impressionnant avec des étagères atteignant le plafond et un escalier mobile en chaîne qui craquait à chaque mouvement. Peter l'accueillit avec un léger sourire, mais ses yeux suivaient le texte de son livre de plus près que ceux du détective. « Avez-vous fait des progrès, monsieur Poirot ? » ?»« Observez, monsieur Rawdon, c'est toujours avancé, » répondit Poirot. « Je suis intrigué par votre préférence pour la tragédie. Shelley, Byron et hier soir, cette ligne marquée dans le livre, sur la culpabilité. » Peter ferma lentement le livre. « Parfois, la littérature est plus honnête que les gens. Et pensez-vous que quelqu'un ici n'a pas été honnête ? Je considère, dit-il après une pause, que personne dans cette maison ne se sent vraiment en paix. » Poirot baissa la tête. Cette phrase n'était pas une accusation, mais elle n'était pas non plus neutre. Diriez-vous que Lionel avait des ennemis ? Pas des ennemis, mais Lionel était très conscient de son héritage, de son devoir, et certains ici ne partageaient pas sa vision. De qui parlez-vous ? Peter le regarda directement pour la première fois. Demandez à Édouard. Il a toujours été le favori. Jusqu'à ce que Lionel revienne d'Inde et réclame sa place. Depuis, les sourires se sont amenuisés. Poirot dit au revoir avec un léger signe de tête et partit, ses pensées tournant comme les pièces d'un mécanisme délicat. Les familles anciennes étaient comme des horloges. Elles pouvaient sembler immobiles, mais à l'intérieur, les engrenages grinçaient sous un frottement constant. Dans le couloir, l'horloge grand-père sonna midi avec un carillon grave. Poirot s'arrêta un moment. « Le temps, murmura-t-il, donne toujours des signes, il faut juste savoir les écouter. » Et avec cette pensée, il se dirigea vers le majordome. Poirot avait besoin de savoir qui d'autre était éveillé la nuit du crime, et surtout, qui s'était approché de la pièce au miroir brisé. Chapitre 4. La nuit du silence. Le majordome de Wrenbury Hall s'appelait M. Graves, un vieil homme nerveux, à la démarche cérémonieuse et au visage aussi immobile que les portraits de la salle. Poirot le trouva dans le garde-manger, fouillant les couverts en argent avec une précision militaire. « Monsieur Graves, puis-je vous déranger un instant ?»« Bien sûr, monsieur Poirot, » répondit-il avec un léger signe de tête. « Je suis à votre disposition. » Le Belge croisa doucement les bras, les yeux fixés sur les mouvements du majordome, alors qu'il alignait un ensemble de cuillères. « La nuit où M. Lionel a été retrouvé mort, pouvez-vous me dire si vous avez remarqué quelque chose qui sort de l'ordinaire ?» Il fallut quelques secondes à Graves pour répondre, comme s'il parcourait une liste invisible dans son esprit.
Ce fut une nuit particulièrement silencieuse. Le temps était calme, et la maison, comme d'habitude, a été emballée tôt. À 11 heures, tout semblait en ordre. Et toi? Où était-il à ce moment-là? Dans mon appartement, monsieur? Juste derrière la cuisine, dans les laisses. Je lis, comme je le fais habituellement avant de m'endormir. Et tu n'as rien entendu? Des pas, des voix, une porte? Le visage de Graves ne changea pas, mais ses mains cessèrent de bouger pour la première fois. Maintenant que tu en parles, il y eut un bruit, léger, comme du verre. Je pensais que c'était un plateau mal placé. Mais je ne suis pas allé enquêter. Il était vers minuit, je dirais. Poirot pencha légèrement la tête. Est-ce que ça pourrait venir du salon? C'est possible. Mais dans cette maison, les échos sont trompeurs, monsieur. Poirot s'autorisa un léger sourire. Les échos, oui, monsieur Graves, mais les actes humains trompent rarement longtemps. De retour dans le couloir central, Poirot s'arrêta devant le miroir brisé. La lumière du matin tombait sur les fragments, dessinant des lignes déformées sur le tapis. Il regarda attentivement le cadre. Quelque chose attira son attention. Une marque presque imperceptible, comme le contact d'un anneau métallique sur de l'or vieilli. En se penchant, il remarqua un éclat de verre toujours au sol, caché sous la plinthe. « Non, non, mon ami, » se murmura-t-il. « Ce n'est pas un hasard. C'est un message. » Un bruit derrière lui le fit se retourner. C'était Harriet, la femme d'Edward, qui l'observait depuis le seuil du salon. Ses yeux avaient cette expression de quelqu'un qui en sait plus qu'il ne l'admet, mais qui a peur de le dire. « Vouliez-vous quelque chose, Madame Stanwick » demanda doucement Poirot. « Non. Je me demandais juste si j'avais découvert quelque chose. »« Pas encore. » Mais les pièces commencent à apparaître. « Puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. » « Quelle était votre relation avec Lionel ?» Elle hésita. Ce n'était qu'un scintillement, mais Poirot le remarqua comme un battement de tambour. Il était cordial, réservé, comme toujours. Il avait un air de distance qui ne se brisait jamais vraiment. « Et avec ton mari ?» Cette fois, sa réponse prit une seconde de plus que d'habitude. Edward et Lionel avaient des différences. Mais c'est normal entre frères et sœurs. Vous ne trouvez pas? Poirot ne répondit pas immédiatement. Il l'observa attentivement. La robe lilas qu'elle portait avait un fil lâche sur la manche droite. Un petit détail, mais étrange pour quelqu'un d'aussi soigné qu'Harriet. Et vous, madame? Étiez-vous éveillée la nuit du décès? Non, je veux dire, oui, j'ai eu du mal à dormir. Je me suis levé pour boire de l'eau. Mais je n'ai vu personne. Quelle heure? Peut-être entre 1 et 2. Je ne m'en souviens pas exactement. Poirot hocha lentement la tête, son expression méditative. 2 témoins ont affirmé n'avoir rien entendu de significatif. L'un, le majordome, a entendu des cristaux. Une autre, la femme, était réveillée, mais ne voyait aucun mouvement. Ou peut-être l'avez-vous vu, mais avez-vous décidé de ne pas le dire? Plus tard, Poirot se retira dans le petit bureau que Lady Stanwick lui avait offert comme bureau temporaire. Là, il étala une feuille de papier vierge et commença à écrire des noms en les entourant de notes concises. Lionel Stanwick, mort, crise cardiaque apparente.
Édouard, ressentiment. Raison économique, rivalité. Harriet, évasif. Détail du fil lâche, nervosité. Pierre Rowden, réservé. Il a évoqué l'envie de la famille, lecture tragique. Hélène, la servante, sincère mais nerveux. Il a évoqué une visite mystérieuse. Tombe, il a entendu des bruits. Cristaux. Moment de miroir brisé. Poirot s'arrêta. Puis il écrivit un mot en majuscule au centre de la page. Blâmer la signification de la lettre brûlée, du miroir brisé et des regards détournés commençaient à s'entrelacer comme les fils d'une toile d'araignée. Mais le coup qui déstabiliserait le schéma manquait toujours. Quelqu'un mentait. Non pas pour dissimuler le crime, mais par peur. Et cette peur, pensa Poirot, pourrait être plus révélatrice que n'importe quel alibi. Cette nuit-là, alors que Wrenbury Hall retombait dans son silence habituel, Poirot ne dormit pas. Il s'assit près de la fenêtre, observant le couloir extérieur, et attendit. La vérité est que, comme toujours, elle avait l'habitude de marcher quand personne ne la regardait. Chapitre 5.1. Empreinte dans le silence. Le petit matin apportait une légère brise qui caressait les fenêtres de Wrenbury Hall. Poirot, assis dans son fauteuil près de la fenêtre, restait presque complètement immobile, les doigts entrelacés sur son ventre et les yeux mi-clos, mais alertes. Il avait appris que le silence d'une maison endormie pouvait être aussi révélateur qu'un aveu. À 3 heures, un léger craquement interrompit le calme. Il provenait du couloir qui reliait l'aile des chambres à la galerie du salon. Poirot se leva doucement, ouvrit la porte avec précaution et s'avança dans le couloir, ses pas étouffés par le tapis persan. La silhouette était diffuse, mais réelle. Quelqu'un, en robe légère, se dirigeait vers la salle des miroirs. Il s'arrêta lorsqu'il atteignit l'entrée et observa dans l'obscurité. La personne, une femme, d'après sa silhouette et ses cheveux attachés, était penchée sur le cadre du miroir brisé. Poirot resta dans l'ombre. La femme semblait inspecter quelque chose, puis fouilla dans la poche de sa robe et en sortit un petit objet métallique. Avec précaution, il le plaça sur le bord inférieur du cadre, puis sans se retourner, il disparut dans le même couloir. Poirot attendit plusieurs minutes avant de bouger, puis il s'approcha du miroir. Là, partiellement coincé entre 2 éclats d'or, il trouva une bague de chevalier, en or, sans pierre, mais avec une inscription intérieure. E.S. Edward Stanwyck, murmura Poirot. Mais ce n'était pas Edward qui l'avait planté. La silhouette était trop petite, trop délicat. C'était Harriet. À 7 heures du matin, Poirot prit son petit déjeuner avec Lady Stanwyck, qui lisait le journal sans manifester de réel intérêt pour les gros titres. L'aristocrate semblait plus préoccupé par les ombres sous les portes que par l'actualité du monde. « Lady Stanwyck, votre neveu Lionel possédait-il une bague avec vos initiales dessus ?» Elle leva les yeux, surprise. « Une bague ? Oui bien, sûr. Lui et Edward avaient des bagues identiques, cadeau de leur père, quand ils avaient 21 ans. Lionel le portait toujours. Pourquoi tu le demandes ? Parce qu'hier soir, quelqu'un l'a discrètement placé dans le cadre du miroir brisé. Le visage de la femme se tendit. Après la mort ? Exactement. Elle est restée silencieuse. Puis, il soupira. Alors quelqu'un veut nous faire croire
qu'il y a eu une bagarre, ou qu'il l'a laissé là exprès. Mais dans quel but? Poirot ne répondit pas. J'avais un autre rendez-vous. Edward Stanwyck était dans le jardin, son pantalon retroussé et une bêche à la main. J'aidais à creuser un nouveau parterre de fleurs, aux côtés d'un des jardiniers. L'image de l'aristocrate travaillant la terre lui paraît curieusement symbolique. « Monsieur Stanwyck », appela Poirot. « Puis-je vous voler quelques minutes ?» Édouard hocha la tête, s'essuyant les mains avec un mouchoir. Ses yeux semblaient plus fatigués que la veille. « C'est Lionel ? » « Il s'agit toujours de Lionel, monsieur, » répondit calmement Poirot. « Pourrais-tu me montrer ta bague ?» Edward haussa un sourcil de surprise. « Ma bague. »« Bien sûr. » Il mit la main dans sa poche et la sortit. « C'est ici. » Poirot l'examina. Même inscription, de la même manière. « Et saviez-vous que la bague de votre frère a été retrouvée hier soir à l'intérieur du cadre du miroir? Brisée? Que? C'est absurde. Ce miroir a été brisé avant Lionel. » Il s'interrompit. « Suggérez-vous qu'il le mette ensuite? »« Je suggère beaucoup de choses, monsieur. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est ceci. Si votre frère est mort dans sa chambre, comment sa bague est-elle arrivée dans le salon? Et plus encore, qui l'a placée là? » Edward ne répondit pas. Son regard se tourna vers la maison, puis revint vers Poirot. Lionel avait changé ces derniers temps. Il a reçu des lettres qu'il n'a partagées avec personne. Il allait et venait de Londres sans donner aucune explication. Il était agité, comme si... Il avait peur de quelque chose. « As-tu peur de quelqu'un » Edward hésita. Peut-être, ou peut-être lui-même. De retour à la maison, Poirot demanda accès au bureau de Lionel. Avec l'aide de Lady Stanwyck, un petit coffre-fort a été retrouvé caché derrière un tableau. À l'intérieur, ils ont trouvé plusieurs documents, dont un cahier contenant des notes personnelles. Ce que Poirot y a lu n'était pas une confession, mais cela s'en rapprochait dangereusement. Phrases éparses, « Les lettres ne s'arrêteront pas, elle sait. » Il n'y a aucune issue sans blesser quelqu'un. Poirot ferma le cahier et resta immobile. Le mot « culpabilité » résonna à nouveau, non plus comme indice diffus, mais comme centre émotionnel du crime. Cette nuit-là, Poirot se promenait seul dans le jardin. La lune pendait dans le ciel, comme une lanterne fanée. Il s'arrêta à côté de la fontaine, où les eaux reflétaient la silhouette de Wrenbury Hall, tel un château enchanté. Le mystère ne résidait pas dans la façon dont Lionel est mort. Il n'y aurait ni seringues cachées, ni poisons exotiques. Je me demandais pourquoi. Et cette raison, Poirot le savait avec certitude, dormait sans relâche dans les couloirs de la maison, attendant d'être révélé. Chapitre 6. Ombre entre les pages. Le jour s'est levé avec un ciel gris uniforme, sans promesse de soleil. Wrenbury Hall semblait plus sombre que jamais, et Poirot, d'un pas mesuré, traversa la salle avec un objectif clair. Parler à nouveau à Peter Howden. Il l'a trouvé dans la bibliothèque, comme d'habitude. Le jeune homme feuilletait un livre, épais, mais ses yeux bougeaient à peine entre les lignes. Remarquant la présence du détective, il ferma lentement le volume. « Monsieur Poirot, avez-vous découvert quelque chose de nouveau ?»« Vous apprenez quelque chose tous les jours, monsieur Howden, » répondit poliment Poirot. « Parfois sur les autres, parfois sur soi-même. » Peter sourit faiblement. « Que veux-tu savoir aujourd'hui ?» Poirot s'assit en face de lui. « Saviez-vous »
qu'il y avait un coffre-fort dans le bureau de Lionel? Sûr, répéta Peter en fronçant les sourcils. Non, même si cela ne me surprend pas. C'était un homme réservé. Il semblait toujours cacher plus qu'il ne le disait. On y trouve des notes écrites de sa propre écriture. Il a évoqué des lettres de menaces et quelque chose qui le tourmentait. Il ne vous en a jamais parlé? Jamais. Mais maintenant que tu en parles, il y avait quelque chose qui me paraissait étrange. Quelques jours avant sa mort, il m'a demandé d'emprunter un livre sur la justice morale. Ce n'était pas son style, ce n'était pas un lecteur philosophique. Poirot hocha la tête. « Et vous souvenez-vous, si vous avez reçu dernièrement une correspondance inhabituelle ?» Peter réfléchit un moment. « Ouais. Une lettre sans adresse de retour, dactylographiée, dans une enveloppe sans timbre-poste. Le majordome le lui a donné, mais Lionel s'est immédiatement enfermé avec. Quand il est sorti, il était pâle. L'avez-vous vu? Non. Juste sa réaction. » Poirot se pencha en avant. « Pensez-vous que sa mort était naturelle? » Peter baissa les yeux. « Non, je n'y crois pas. Mais je ne pense pas non plus qu'il s'agisse d'un meurtre au sens classique du terme. Je pense qu'il a été poussé, émotionnellement, mentalement, comme si quelqu'un l'avait emmené jusqu'au bord, puis reculé pour le laisser tomber. » Poirot se pencha en arrière, pensif. L'idée n'était pas farfelue. Le meurtre n'est pas toujours accompagné de sang. Parfois, cela venait avec des mots, avec des silences calculés, avec des vérités cachées. Poirot trouva plus tard Harriet dans la serre. Les plantes grimpaient silencieusement sur les parois de verre embuées, et elle, un arrosoir à la main, semblait inconsciente du monde extérieur. « Madame Stanwick, » salua-t-il, « veuillez me pardonner l'interruption. » Elle n'a pas surpris. Il se retourna simplement, gardant une voix calme. Il n'interrompt pas. « Je n'ai pas eu la paix pour moi depuis des jours. Peux-tu me dire ce que tu faisais hier soir, entre 3 et 4 heures du matin ?» Harriet cligna des yeux mais ne broncha pas. « Je ne dormais pas. Je ne me sentais pas bien. Je me promenais dans la maison. Parfois je le fais. Et pendant votre promenade, vous êtes-vous approché du salon? » Elle hésita. « Peut-être. Je ne suis pas sûr. Mes pas m'emmènent sans réfléchir. Avez-vous placé une bague à l'intérieur du cadre cassé? » L'impact était désormais visible. Sa main trembla légèrement et de l'eau se répandit sur un pot de fougère. « Pourquoi devrais-je faire quelque chose comme ça? C'est ce que j'aimerais savoir, madame. » Harriet posa lentement l'arrosoir. « Ce n'était pas le mien. Je l'ai trouvé en bas des escaliers juste avant l'aube. J'ai eu peur. Je pensais que quelqu'un l'avait laissé tomber. Quelque chose de pire. Je ne savais pas quoi faire. Et puis, je l'ai placé là, dans le miroir, comme un symbole. Comme si quelque chose allait être achevé. Poirot l'observait attentivement. Ce n'était pas l'aveu d'un coupable. C'était un acte émotionnel et instinctif, comme si la bague avait une signification qu'elle-même ne comprenait pas complètement. « Aimez-vous votre mari, madame ?» La question était directe. Harriet leva lentement les yeux. « Je respecte ça, et je le crains un peu. Je ne sais pas si cela compte comme de l'amour. » Poirot ferma les yeux un instant. Parfois la peur et l'amour se confondent, et d'autres fois, la peur a plus de pouvoir.
De retour dans son bureau de fortune, Poirot consulta ses notes. Il y avait maintenant quelque chose de plus clair dans le schéma. Lionel n'a pas été tué par poison ou par arme à feu. Mais quelqu'un, par des paroles, des silences ou des actes, l'avait poussé à bout. Et ce quelqu'un avait des motivations plus profondes que l'héritage ou la jalousie. Le miroir brisé, la lettre brûlée, la bague, c'étaient des symboles, fragments émotionnels. Pas des tests, mais des cris. Et Poirot, avec ses petites cellules grises, commençait à les entendre. Avant de terminer la journée, Poirot rencontra brièvement Lady Stanwix. Connaissez-vous quelqu'un de l'extérieur qui s'est récemment intéressé à votre famille? Des visiteurs, des lettres mystérieuses? La vieille femme ferma les yeux de regret. Ouais. Il y a quelques mois, nous avons reçu une lettre anonyme. Au début, je pensais que c'était une blague cruelle. Il a accusé Lionel de quelque chose qui s'est passé il y a des années. En Inde, quel genre d'accusation? D'avoir causé la ruine d'une femme, une accusation sans preuve. Mais Lionel a changé depuis. Poirot se leva calmement. Alors, madame, le passé est revenu, et il l'a fait pour régler ses comptes. Quelques heures plus tard, Poirot traversait l'aile nord de la maison. La pluie avait cessé, mais l'air sentait toujours la terre humide et les secrets fraîchement révélés. Il frappa légèrement à la porte de la chambre de Peter Rawdon. Le jeune homme l'ouvrit avec une expression fatiguée, les yeux rouges. « Une autre série de questions, monsieur Poirot. Juste un. Pourquoi as-tu révisé les papiers de Lionel? » Peter se tendit. « Qui t'a dit ça? » Cela n'a pas d'importance. Répondre. Peter le regarda, comme s'il décidait à ce moment-là quelle partie de lui-même révéler. Parce que j'étais méfiant. Il savait que quelque chose le tourmentait. Je l'ai vu changer. Et puis, j'ai su que la mort n'était pas naturelle. Et que cherchais-tu? Les lettres. Il voulait savoir ce qui l'avait brisé. Je voulais le comprendre. Vous l'admiriez? Peter baissa les yeux. Non, je l'ai plaint. C'était un homme qui essayait d'échapper au passé et qui fut rattrapé par celui-ci. Poirot le regarda pendant un long moment. Il y avait, chez Peter, une tristesse qui n'était pas feinte, mais aussi une obsession qui pouvait devenir dangereuse. « Et maintenant que tu connais la vérité, a-t-il finalement demandé, « Maintenant, je comprends ce que je ne veux pas devenir, » dit Peter, la voix basse. Poirot hocha lentement la tête et se retira. Cette nuit-là, seul dans sa chambre, Poirot étala une feuille de papier vierge et écrivit 2 phrases. Le crime n'est pas l'acte, c'est l'intention. Et parfois, l'intention voyage par lettres. Le coupable était à proximité. Pas forcément l'auteur direct du décès, mais celui qui a allumé la mèche. Et la mèche était sur le point d'atteindre la poudre à canon. Chapitre 9. Le jugement de conscience. Le jour se leva avec une clarté glaciale. La pluie de la nuit dernière avait purifié l'air, mais pas l'atmosphère de Wrenbury Hall. Une tension invisible flottait dans chaque recoin du manoir, comme si les murs attendaient l'arrivée de quelque chose d'inévitable. Poirot, depuis la salle à manger, observait chaque membre de la maison alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner dans un silence irrégulier, à peine ponctué de simples phrases qui moururent bientôt.
Leurs yeux étaient évités. Les cuillères claquaient contre la porcelaine avec plus de force que nécessaire. Lady Stanwick fut la première à briser le silence. « Êtes-vous parvenu à une conclusion, monsieur Poirot ?»« Je suis proche, madame. Très proche. Il me reste juste à faire une dernière vérification. » Edward, qui jusqu'alors était resté silencieux, releva lentement les yeux. « Vérification? De quel genre? De quelque chose qu'on ne trouve ni dans les lettres, ni dans les livres, ni dans les confessions, répondit Poirot. Mais dans la mémoire collective de cette maison. Edward fronça les sourcils, mais ne parla plus. Peter, de son côté, observait Poirot avec un mélange de suspicion et d'espoir. Harriet posa ses mains sur la serviette. Seul Graves, comme toujours, est resté inchangé. 1 heure plus tard, Poirot a demandé à tout le monde de se rassembler dans la salle des miroirs. Celui-là même où tout a commencé. À leur arrivée, chacun a pris place sans protester. Le cadre doré du miroir, ouvert encore craquelé, semblait observer les personnes présentes comme un témoin muet mais essentiel. L'endroit avait du paysage. De court, Poirot se tenait au centre. Sa posture était impeccable, mais son regard était doux, presque compatissant. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous poser une question que vous ne vous êtes peut-être jamais posée à voix haute. Qu'est-ce qui tue plus efficacement qu'un poison, plus silencieusement qu'un poignard, et laisse moins de traces qu'un coup de feu? » Le silence était total. « Culpabilité, » dit Poirot. Mais pas la culpabilité ressentie, mais celle qui est semée, celui qui se cultive avec précision. Et c'est, mes amis, l'outil utilisé dans ce crime. Tout le monde bougea sur son siège. « Crime ?» demanda Edward, sa voix dure. Il n'a toujours pas prouvé qu'il y en avait un. Et pourtant, monsieur, c'est ce qui s'est passé. Lionel Stanwick n'a pas été tué par les moyens traditionnels. Il n'avait pas besoin d'un tueur armé. D'une arme à feu. Il a été poussé à bout par une exposition émotionnelle. Par quelqu'un qui connaissait parfaitement son talon d'Achille. Peter déglutit. Harriet ne quittait pas le sol des yeux. Pendant des jours, continua Poirot, Lionel a reçu des lettres. Certaines anonymes, d'autres de leur passé. Il a retrouvé un nom, Nandita, une promesse non tenue, un épisode de jeunesse enterré en Inde, quelque chose qu'il pensait avoir oublié, mais qui l'avait marqué plus qu'il ne l'admettait. Poirot commença à marcher lentement dans la pièce. Quelqu'un a trouvé ces lettres. Il les a lues. Et il a compris qu'il pouvait les utiliser. Pas pour l'argent, pas par haine, mais pour quelque chose de plus tordu, un désir de justice personnelle, demi-justice, un jugement exécuté non pas avec des preuves, mais avec des émotions. Il s'arrêta devant le miroir, et ainsi, un homme déjà vulnérable fut lentement poussé vers le bord, d'abord avec des silences, puis avec les regards, puis, avec des mots très choisis, il se tourna lentement vers Harriet. « Madame Stanwick, vous avez trouvé la lettre. Vous lisez la copie. Vous avez placé la bague dans le cadre, pas comme preuve, mais comme symbole, parce que... » Harriet leva lentement les yeux. Parce que je n'en pouvais plus, il l'avait détruite. Cette femme, je l'ai découvert grâce à la lettre.
Et pourtant, il vivait ici, protégé, entouré de respect. Et elle est restée seule. Mais pourquoi ne l'as-tu pas signalé? Pourquoi n'a-t-il rien dit? Parce que ce n'était pas un crime légal, monsieur Poirot, c'était moral, et dans cette maison, la moralité a toujours été relative. Un silence dense s'abattit sur la pièce. Êtes-vous en train de suggérer qu'Harriet a tué Lionel? Demanda Edward quelque part entre incrédule et indigné. Non, monsieur, répondit Poirot, sans élever la voix. Mais elle a activé la chute. Il a semé la douleur, effacé le passé, alimenté la culpabilité, jusqu'à n'en plus pouvoir le supporter. Poirot se tourna alors vers Peter. Et vous, monsieur Rawdon, pensez-vous que votre obsession pour les livres tragiques était simplement académique? Peter pâlit. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu as aussi découvert la vérité. Vous lisez également les journaux, et ça n'a rien arrêté. Au contraire, il ajoutait ses propres silences, ses propres insinuations. Il n'a pas partagé ce qu'il savait, et dans le langage de l'âme, c'est aussi une forme de participation. Lady Stanwix se leva en chancelant. Alors, ils étaient tous coupables. Poirot baissa les yeux. Pas avec tes mains. Mais oui avec les mots, avec les omissions, avec les jugements non prononcés mais suggérés. Lionel n'est pas mort pour ce qu'il a fait en Inde. Il est mort pour ce qu'il ne pouvait jamais se pardonner. Et quelqu'un, ici, s'est assuré de le leur rappeler tous les jours. L'horloge du salon marquait l'heure. Les cloches résonnaient comme un verdict. Mais, ajouta Poirot en levant les yeux, ce n'est pas à moi de punir. Révélez simplement. Et sur ce, il se retourna, laissant derrière lui une pièce où le procès n'était pas légal, mais inévitable. Chapitre 10. Le poids du silence. Après la rencontre dans la salle des miroirs, l'atmosphère du Wrenbury Hall est devenue dense, presque irrespirable. Les pas semblaient plus lents, les portes se fermaient plus soigneusement, et même les horloges semblaient marquer le temps avec une cadence plus lourde. Il n'y a pas eu d'affrontement. Personne n'a crié. Mais les fissures étaient évidentes. À partir de ce moment, chaque regard entre les habitants de la maison portait le poids de quelque chose qui n'avait pas été dit auparavant et qui désormais ne pouvait plus être ignoré. Poirot ne réapparut pas du reste de la journée. Il se retira dans sa chambre avec ses pensées. Il ne s'agissait ni d'arrestation ni de témoignage d'experts. C'était un crime enveloppé d'émotions, d'actions morales, plutôt que juridiques. Et pourtant, non moins dévastateur. Le lendemain, à l'aube, Graves lui apporta un plateau de thé et une petite lettre. « Madame Harriet est sortie, monsieur. Il a laissé ça pour toi. » Poirot prit l'enveloppe. Son visage ne montrait aucune surprise. « Je m'y attendais déjà. » La lettre était brève. « Monsieur Poirot, je vous remercie pour la vérité, même si ça fait mal. J'ai décidé de partir quelques jours. J'ai besoin de comprendre quand l'amour est devenu un jugement et quand le jugement est devenu une punition. Je ne peux pas rester ici. Pas maintenant. Harriet Stanwix. Poirot plia doucement la lettre et la mit dans sa veste. Puis, il sirota son thé en méditant sur la distance qui peut s'établir entre deux personnes dormant dans le même lit, et comment la culpabilité de quelqu'un d'autre peut finir par vivre
dans le mauvais cœur. Plus tard, il se promena dans le jardin avec Lady Stanwix. La dame s'appuyait sur une canne en bois sombre. Ses pas étaient plus lents que d'habitude. « Serez-vous prêt, monsieur Poirot ?»« Oui, madame. » L'affaire est résolue. Elle hocha lentement la tête. « Je ne sais pas si je dois te remercier ou le regretter. Souvent, madame, la vérité fait cet effet. C'est comme un médicament amer. Cela guérit, mais laisse un goût qui met du temps à disparaître. » Ils s'arrêtèrent près de l'étang où des carpes glissaient sous la surface, indifférents au drame humain. « J'ai toujours su que Lionel cachait quelque chose, » murmura Lady Stanwix, « mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait quelque chose comme ça. Même si le prix à payer était si élevé. » Poirot la regarda tendrement. « Il a essayé de protéger son héritage, madame. » Mais le passé ne s'efface pas avec le silence. Cela se transforme simplement, parfois en rédemption, d'autres en guise de punition. Et maintenant, elle a demandé « Dois-je parler à la police ? Parler à la police ?» Poirot secoua doucement la tête. « Il n'y a aucun délit légal à poursuivre. Seulement des cicatrices à guérir. Et peut-être des questions auxquelles on ne répondra jamais. » Elle n'a pas insisté. Il s'est simplement assis sur un banc de pierre et a regardé l'eau. Poirot trouva plus tard Peter dans la bibliothèque. Le jeune homme feuilletait un livre sans vraiment le voir. « Vivrez-vous toujours ici, monsieur Rawdon ? » « Je ne sais pas, » répondit Peter. « Cette maison a perdu quelque chose, ou peut-être il a montré ce qu'il était depuis le début. » Poirot s'assit à côté de lui. « Il y a ceux qui pensent que les bibliothèques ne conservent que des livres. Mais ils stockent aussi des émotions. Les murs absorbent ce qui se dit à voix basse. Le saviez-vous ? » Peter hocha la tête en silence. « Est-ce que tu le détestes pour ce qu'il a fait ? » Demandez ? « Non, » dit Poirot, « mais je le regarde attentivement. Parce que parmi tous, tu es celui qui a vu le plus sans intervenir. Et cela, parfois, est plus révélateur que n'importe quelle action directe. » Peter baissa les yeux. Je ne savais pas comment l'arrêter, et une partie de moi ne voulait pas le faire. « Alors, » dit Poirot en se levant, « que cela soit ton fardeau, non pas pour se condamner, mais pour apprendre à ne pas le répéter. » Dans l'après-midi, Poirot fit sa valise, sa cape, sa canne, sa mallette. Chaque objet avait sa place. Chaque bouton devait être bien fermé. L'ordre était son refuge, sa façon de répondre à un monde plein de chaos intérieur. Graves l'accompagna jusqu'à la porte d'entrée. « Vous avez été un invité inhabituel, monsieur Poirot. Et vous, un majordome exceptionnel, monsieur Graves. Non pas à cause de ce qu'il a fait, mais à cause de ce qu'il a vu et qu'il n'a pas jugé. » Graves eut un sourire fugitif. « Parfois, monsieur, nous, les domestiques, en savons plus qu'il n'y paraît. Mais il est rarement commode pour nous de parler. La sagesse des silences, très anglais, très efficace. » Ils échangèrent tous deux un léger signe de tête. Puis Poirot descendit les marches d'un pas ferme. Avant de monter dans la voiture, il regarda une dernière fois le manoir. Wrenbury Hall, majestueux et ancien, avait toujours le même aspect. Et pourtant, il avait changé. Comme un acteur qui reprend son rôle, mais qui a perdu quelque chose au passage.
Le chauffeur a fermé la porte. Poirot s'installa sur la banquette arrière et, alors que le moteur démarrait, il se murmura « Les crimes du cœur, mes amis, laissent toujours la scène intacte. Seuls les yeux qui l'observent changent. » Et ainsi, alors que les arbres se refermaient derrière la voiture comme un rideau, Hercule Poirot quitta Wrenbury Hall derrière lui, sachant que la vérité, bien que révélée, continuait de battre dans chaque couloir, dans chaque regard et dans chaque silence. Chapitre 11. Les héritages invisibles. Le train avançait avec une cadence rythmée, traversant les champs anglais encore humides de la pluie des jours passés. Poirot voyageait, en silence, installé dans sa cabine privée, avec une tasse de chocolat chaud sur la table pliante et un petit carnet ouvert devant lui. Dehors, le paysage défilait comme un souvenir. Des arbres sans feuilles, des petites villes, des saisons solitaires. Mais ses pensées étaient loin des pistes. Depuis qu'il avait quitté Wrenbury Hall, un sentiment difficile à classer s'était installé en lui. Ce n'était pas de l'insatisfaction, puisque l'affaire était résolue, ni de la fierté. C'était quelque chose de plus lourd, intime. Comprendre que le crime, parfois, ne cherche pas à être puni, mais à avouer. Dans le cahier, il avait écrit une seule phrase. Un crime sans coupable visible, mais avec des victimes dans toutes les directions. Il ferma délicatement le cahier. Il savait que dans des cas comme celui-là, il n'y a pas de justice qui console, juste des gens qui doivent apprendre à vivre avec ce qui reste. 2 jours plus tard, Poirot reçut une lettre à sa résidence de Whitehaven Mansions. Il est arrivé dans une enveloppe blanche, sans en-tête. En l'ouvrant, il reconnut immédiatement l'écriture lente et mesurée. C'était celui d'Harriet. « Monsieur Poirot, je ne suis pas encore retourné à Wrenbury Hall. Je suis dans une maison d'hôte côtière. La mer me semble cruellement honnête. Tout y semble plus clair et plus loin. J'ai lu la lettre de Lionel plusieurs fois et j'ai pleuré pour une femme que je n'ai jamais rencontrée. J'ai pleuré pour ce qu'il n'a pas dit, pour ce que je n'ai pas dit. Peut-être qu'un jour je reviendrai. Pas pour Edward, mais pour moi. Merci de m'avoir montré que parfois, la vérité n'est pas pour les autres, mais pour soi. H.S. Poirot posa la lettre sur la table. Il réfléchit quelques instants. Harriet n'était pas coupable sur le plan juridique, mais elle l'était sur le plan émotionnel. Il avait gardé un jugement en lui jusqu'à ce qu'il le transforme en action. Et maintenant, dans son exil volontaire, il commence à comprendre le poids d'avoir été témoin et complice d'une culpabilité partagée. Le lendemain matin, une 2e lettre arriva, cette fois oblitérée par Oxford, l'expéditeur. Peter Rowden. Monsieur Poirot, Wrenbury Hall est différent. Lady Stanwix reste dans son aile privée et ne reçoit personne. Edward a repris son travail en ville, comme si de rien n'était, mais son absence en dit long. J'ai décidé de partir. Je n'ai pas de vrai lien ici. Je n'ai été qu'une ombre dans une histoire trop lourde. Vous aviez raison, j'ai trop observé et trop peu parlé. Je pensais que j'étais supérieur pour comprendre ce que les autres ne voyaient pas. Mais comprendre, sans agir, n'est qu'une forme de lâcheté. J'ai été un lâche, monsieur. Maintenant, je vais essayer d'être autre chose. Merci de ne pas me juger.
et de me juger en même temps. Pierre. Poirot ferma les yeux un instant. Il sourit mélancoliquement. Les crimes de Wrenbury Hall ne se sont pas terminés par des menottes ou des verdicts, mais ces effets avaient commencé à façonner la vie de ceux qui étaient encore debout, et dans cette transformation silencieuse, dans cette rupture de routine, il y avait peut-être une forme de justice. Cet après-midi-là, alors qu'il coupait méticuleusement les feuilles séchées de son petit bonsaï, Poirot se dit à voix basse : « Mon cher Hastings, on dirait qu'il n'y a pas de procès sans punition. Mais je vais vous dire que la punition, parfois, n'a pas besoin de cellules. Il suffit de se regarder dans le miroir et de ne pas se reconnaître. C'est, mon ami, le plus lent de tous les poisons. » Il s'arrêta lorsqu'il remarqua une petite feuille nouvelle poussant timidement entre les branches taillées. Et pourtant, a-t-il poursuivi, la vie persiste. Même parmi les ruines émotionnelles, il y a de la place pour grandir. Quelques jours plus tard, Georges, son valet de chambre, entra avec une expression légèrement inconfortable. « Monsieur, un visiteur est arrivé, un certain inspecteur Rowntree. De l'Oxfordshire ?» Poirot ajusta sa moustache intéressée. « Envoyez-le, Georges. » Rowntree, un homme fort et discret, entra dans la pièce, son chapeau à la main. Ses yeux étaient curieux, mais gentils. « Monsieur Poirot, je voulais juste vous informer que nous avons classé le cas de Lionel Stanwyck comme une mort naturelle, aggravée par une pression émotionnelle. » Son rapport était éclairant. Poirot hocha la tête avec gratitude. « Parfois, inspecteur, c'est la seule chose qu'on peut faire. Clarifier. Le reste est entre les mains du temps et entre les mains de la conscience, » a ajouté Rowntree avant de partir. Poirot le regarda partir par la fenêtre. L'écho de cette phrase flottait dans la pièce. Et il savait que c'était le cas. L'affaire Wrenbury Hall était terminée. Mais, dans l'âme de ceux qui l'ont vécu, l'épreuve continue encore. Chapitre 12. Le Pechle rêve, des cellules grises et le jugement de l'âme. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis la dernière correspondance de Wrenbury Hall, et Hercule Poirot, dans son appartement de Whitehaven Mansion, reprit sa routine avec une méticuleuse normalité. L'ordre, pensait-il, était l'outil avec lequel les hommes sensés affrontaient le chaos du monde. Ce matin-là, alors qu'il réorganisait sa collection de coupures de presse avec des gants blancs et une précision chirurgicale, il en trouva une qui l'arrêta. « Lady Stanwyck fait don d'une partie de la fortune familiale à une fondation de Delhi pour l'éducation des jeunes femmes. » La coupure était brève, mais elle en disait plus que ce que les mots laissaient entendre. Lady Stanwyck, héritière du nom de famille, de la tradition et du silence, avait fait un geste, ni juridique, ni public, un privé, celui qui parlait de réparation, pas avec Lionel, mais avec quelqu'un qui n'a jamais eu de voix. Poirot a soigneusement découpé l'article et l'a ajouté à son dossier. Plus tard, il se dirigea vers son bureau, où il gardait toujours le carnet avec ses notes. Sur Wrenbury, j'avais évité de les relire jusque-là. Maintenant, en tournant page après page, il comprenait que cette affaire n'avait pas été résolue par une révélation soudaine, mais par une série de reconnaissances lentes et douloureuses. Chaque personnage avait été confronté à quelque
chose de plus mortelle que l'évidence, sa propre conscience. Et pourtant, il restait une dernière pièce à placer, un détail que Poirot avait gardé sous silence, non par omission, mais par respect pour le rythme naturel des vérités qui doivent mûrir avant d'être exposées. Dans une petite lettre qui n'est jamais parvenue à Wrenbury Hall, parce que Poirot l'avait interceptée après avoir découvert l'existence de la première envoyée à Nandita, il y avait une signature, pas celui de Lionel. C'était une lettre de réponse. De Nandita, Poirot ne l'avait lue qu'une seule fois, en privé, et il ne l'avait montrée à personne, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Monsieur Stanwyck, j'ai reçu votre lettre. Pendant des années, j'ai imaginé que tu avais oublié, ou qu'il faisait semblant de l'avoir oublié. Mais maintenant, je vois qu'il a aussi souffert. Je ne cherche pas de punition, aucune excuse. Seule la vérité. Je lui rends son silence. Je n'ai plus besoin de réponse. Je souhaite seulement que, s'il y a justice dans ce monde, tu vives assez longtemps pour devenir quelqu'un de meilleur que celui qui m'a laissé derrière lui. Nandita. Alors, ce n'était pas une lettre de vengeance, ce n'était pas une menace, c'était au revoir, un plein de dignité. Et pourtant, pour un homme comme Lionel, éduqué dans le code de l'honneur, dans la répression émotionnelle, c'était la dernière pierre sur sa conscience. Nandita ne l'a pas détruit. C'est son incapacité à se pardonner qui l'a finalement brisé. Poirot mit la lettre dans une nouvelle enveloppe, scellée avec de la cire. Je ne l'enverrai à personne. Je n'avais pas besoin de le faire. Elle avait déjà rempli sa fonction. Montrer que le véritable châtiment ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Le soir, Poirot partit se promener le long de la rive sud. L'air était frais, avec le léger parfum de la Tamise et l'agitation amicale de Londres autour d'eux. Au fur et à mesure, il réfléchissait au type de crimes auxquels il avait été confronté au cours de sa carrière. Les crimes impulsifs, les froids, les absurdement calculés. Mais l'affaire Wrenbury Hall appartenait à une autre catégorie, celui dont tout le monde avait été témoin. Et, d'une certaine manière, ils avaient tous été complices, non pas à cause du mal, mais à cause d'une omission, par fierté, par peur de la vérité. Et pourtant, il y avait l'ironie la plus amère. Lionel n'avait pas été condamné pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'il n'avait jamais eu le courage d'affronter. Le miroir brisé du salon, ce symbole, tant cité, n'était plus qu'un simple élément scénique, c'était une métaphore parfaite. Lionel l'avait regardé et n'avait pas reconnu l'homme qu'il était, et dans cette fracture, il a trouvé sa fin. Cette nuit-là, Poirot rédigea son rapport final. Pas pour la police, pas pour un juge. Il l'a écrit pour lui-même, parce que même le détective le plus rationnel a besoin, de temps en temps, de comprendre non seulement comme un crime arrive, mais parce que l'esprit humain, avec ses passions et ses peurs, est la scène de crime la plus fréquente et la moins comprise. À Wrenbury Hall, il n'y avait ni poison, ni balles, ni poignard. Juste des souvenirs. Et c'était suffisant. Quand il eut fini, il ferma le cahier, éteignit la lampe et s'adossa à son fauteuil préféré. « C'est fini », murmura-t-il presque tendrement. Le rideau est tombé. Un léger craquement des vieux murs accompagnait leur silence. Dehors, Londres était toujours vivante. Mais au fond de lui,
Poirot savait qu'un chapitre était clos. Un de ceux qui ne laissent aucune gloire, mais une profonde compréhension de l'âme humaine, et pour lui, cela suffisait.